à donner des exemples de croissance rapide, de développement d'entreprise, de manière, encore une fois, de réveiller l'économie de ce pays. On va avoir le plaisir d'animer ce débat avec mon ami Nicolas Dose. Bonjour Nicolas. Bonjour. Bienvenue. Alors on parle effectivement de oser la croissance. Je profite de la présence de l'éditorialiste en chef de BFM TV et de BFM Business. On en est où sur la notion de la croissance dans ce pays? La croissance, on a eu le chiffre 2016, il n'est pas bon. Le chiffre 2016, il est sous les attentes, même si le quatrième trimestre a été bon. La grande nouveauté sur la croissance, c'est que pour la première fois depuis à peu près 200 ans, nous avons perdu la croissance météorologique, cette belle croissance qui avait l'habitude de revenir par effet de cycle aux alentours de 3% et qui permettait à des politiques de voter n'importe quoi. Parce que de toute façon, la croissance allait revenir, elle allait être forte et elle allait agir comme une jolie vague qui vient balayer à chaque marée le sable où on a laissé des mauvaises traces de pas. Pour la première fois, François Hollande n'a pas eu de bol, il n'a pas eu la croissance météorologique que tous les autres ont eu avant lui. Donc je crois que là, on va encore voir aujourd'hui que la France a tout pour réussir, mais il est un peu minuit moins 5. C'est-à-dire qu'on ne peut plus se permettre de faire n'importe quoi. Il va falloir qu'on devienne blairiste. Tony Blair disait en économie, vous n'avez pas de droite, vous n'avez pas de gauche. Vous avez ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. On a Croissance Plus qui ce soir va délivrer 70 propositions dans le cadre du débat présidentiel. Tous, collectivement, on doit transmettre les messages qu'il faut véritablement changer les choses et arrêter de faire n'importe quoi. Et il faut le faire, à mon avis, plus sur le terrain de la passion que le terrain de la raison. Il faut trouver des slogans. Des slogans pour convaincre. Alors moi j'ai inventé la fable du jardinier. Un chef d'État, il est à la tête d'un territoire. Un territoire, c'est une terre. Alors son job, c'est de faire que la terre soit de bonne qualité. C'est l'attractivité. Faire que cette terre soit perméable. Ça, ce sera le fait de lever l'ensemble des freins qui permettent de rendre cette terre perméable. Et son job, c'est de faire que tout le monde ait accès à l'eau. Et l'eau, c'est le capital. Voilà, son job, c'est ça. C'est ça le job de l'État. Et ensuite, derrière, il faut laisser faire les jardiniers. Vous êtes tous des jardiniers, il faut laisser faire les talents, la créativité. Il n'y a que comme ça qu'on s'en sortira. Un pays qui a un déficit extérieur est un pays qui a un problème d'offre, pas un problème de demande. Quand dans un pays où on a pour 10 € de pouvoir d'achat, 8 € qui servent à acheter des produits importés, on a un problème d'offre, on n'a pas un problème de demande. J'ai un invité régulier, qui est un industriel français, qui a vu cette jolie image. L'économie française, c'est la porte de la Chapelle à Paris. Vous avez plein de feux, vous mettez 20 minutes pour faire le tour et pour espérer peut-être au bout de 20 minutes, vous enquillez sur la 1 pour rejoindre l'aéroport. Il faut transformer l'économie française en place de l'étoile. Vous avez 12 avenues qui convergent, il n'y a pas un feu et ça roule tout le temps. Voilà. On va justement accueillir un peu tout à l'heure. On va aller dans ce sens des gens qui sont justement des pionniers, qui réussissent, qui ont trouvé la voie de l'aéroport, et on va voir justement comment ils ont réussi à faire décoller leur entreprise. Mais avant, on va se livrer à un petit exercice rituel. On va procéder à un petit cadrage de ce débat avec des partenaires du Salon des entrepreneurs. Alain Roumillac, qui est le président de Manpower Group France, et puis Serge Masliac, qui est le directeur général de Sage pour l'Europe du Sud. Votre métier à tous les deux, c'est d'être des professionnels de l'accompagnement des entreprises, et si possible des entreprises qui ont envie de grandir, qui arrivent à grandir. Votre diagnostic, justement, sur la manière dont on peut favoriser la pérennité des jeunes pousses, et puis peut-être favoriser la croissance, l'émergence de champions comme ceux qu'on va accueillir d'ici quelques minutes. Serge Masliac, pour commencer. Alors d'abord, merci de me convier à ce débat. Sage, effectivement, porte la voix des entrepreneurs, c'est notre ADN, des bâtisseurs d'entreprise, les business builders. Oui, la France a une dynamique d'entrepreneuriat assez forte. On parle de 550 000 entreprises créées l'année dernière. Et comment on fait pour qu'elles restent? Comment on fait pour qu'elles perdurent? Je crois que le premier élément, c'est vraiment de faire que l'entrepreneur lui-même se mette en permanence à la place du client. Qu'il se pose la question de la valeur ajoutée de ce qu'il fait, du bon positionnement du prix et de la qualité de son produit du point de vue du client. On n'est pas customer-centric, on est customer-centric, on est à la place du client. Le deuxième élément, à mon sens, pour pérenniser l'entreprise, c'est d'être bien entouré. Être bien entouré d'abord par ses collaborateurs, des personnes qui vont pouvoir permettre d'assurer la logistique, la R&D, la delivery, pendant qu'on va développer l'entreprise, et puis être bien accompagné à l'extérieur par des organismes, des experts comptables, des banquiers, des conseillers qui vont pouvoir guider. Et bien évidemment, là-dessus, je pense au mentoring. Le mentoring est absolument fondamental pour anticiper les éventuels écueils. Et puis, bien évidemment, il faut savoir planifier le carnet de commande, l'œil sur le carnet de commande, l'autre sur la trésorerie en permanence. Il est absolument fondamental de rentrer
ce que nous avons de transformer en cash finalement son activité. Et là-dessus, c'est le dernier point, je pense que la volonté politique, on est au seuil d'élection présidentielle. Et je pense que... Les candidats défilent sur ce salon. Voilà, donc oui, on les a vus, on en a vu beaucoup, et donc on comprend qu'eux aussi sont intéressés à faire progresser les entreprises qui représentent la grande majorité de la croissance et de l'emploi. Et donc du coup, là-dessus, pour pérenniser les entreprises, de leur côté, on a le besoin d'avoir un soutien sur de la stabilité fiscale, sur de l'accompagnement sur les délais de paiement. Beaucoup d'entreprises meurent en bonne santé, et puis bien évidemment d'accès au crédit. Alors, Mia, votre diagnostic, à vous. Alors, mon diagnostic, pour se développer et pour croître, il faut embaucher. Donc, moi, je vois il y a deux sujets qui sont assez critiques. Le premier, c'est le code du travail. Je crois qu'il va falloir qu'à un moment, on mette en place un code du travail du 21e siècle, alors que notre code du travail a été bâti plutôt pour protéger ou pour encadrer une société industrielle et plutôt de grandes entreprises. Donc, il faut simplifier, adapter ce code du travail, en particulier aux PME, PMI. Il faut sans doute faire sauter ou relever les seuils sociaux et simplifier la tâche administrative sur la gestion de leurs équipes de la part des entrepreneurs et en particulier des entreprises et des jeunes pousses qui veulent grandir. Et puis le deuxième sujet, moi ce qui me marque, c'est que notre activité recrutement est en très forte croissance auprès des PME. Les PME nous disent, aujourd'hui on n'arrive pas à trouver les talents dont on a besoin. Et je crois que ça c'est un enjeu majeur. Personnellement, je pense que ça va être un enjeu encore plus majeur demain, et où on a déjà une vraie pénurie, on aura encore plus demain une pénurie de compétences qui savent maîtriser le digital. Et il va falloir mettre en place tous les plans qui vont permettre de développer toutes les compétences dont les entreprises ont besoin, dont les PME ont besoin, et de pouvoir leur donner accès à ces compétences, faute de quoi elles ne pourront pas grandir. Deuxième question à vous deux. Qu'est-ce que vous ajouteriez dans le diagnostic que vous nous avez livré pour que les entreprises deviennent des EDI? C'est-à-dire que nous manquons globalement de 5000 EDI en France. Si on avait 5000 EDI supplémentaires, l'ensemble de nos problèmes seraient réglés du jour au lendemain. Comment on devient une entreprise qui compte entre 250 et 5000 personnes, à votre avis, par rapport à ce que vous avez pu dire préalablement? Et peut-être pour y parvenir, comment est-ce qu'on organise mieux la coopération entre des entreprises à potentiel de croissance et des grands groupes qui ont besoin de se transformer? Alors, encore une fois, je pense que tout part du dirigeant. Le développement, la croissance, c'est d'abord une volonté, une vision, une audace du dirigeant. C'est pas par hasard qu'on grandit et qu'on devient un pays. Donc, il faut déjà avoir cette ambition et cette vision de la part du dirigeant. Ensuite, dans les entreprises, il faut garder ce qui fonctionne, le cœur de métier, ce qui a fait le succès, mais challenger autour. Ça aussi, c'est un état d'esprit qui doit évoluer. Et challenger autour, c'est effectivement regarder sur la chaîne horizontale ou sur la chaîne verticale ce qu'on peut améliorer, ce qu'on peut créer comme valeur avec des partenariats et pourquoi pas avec des grands groupes. Ça, c'est un élément, un levier, un tremplin qui peut permettre, encore une fois, de se développer. Le digital, on en a parlé, ça permet d'augmenter la zone de chalandise, d'accéder effectivement au plus grand nombre, de réduire le temps de time to market, la capacité à délivrer, et puis d'aller à l'international. On reviendra néanmoins, et je rejoins mon voisin sur ce thème, sur la démarche politique où il faut absolument libérer de ces carcans à 9, 49, 99 et laisser respirer, libérer les énergies. Ah oui, les effets de seuil, c'est vraiment la contrainte qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, les entrepreneurs en France ont tendance, dans une grande majorité, à se contenter d'un fonctionnement qui est correct et non pas d'avoir l'ambition et l'ampleur nécessaire. Alors, oui, donc je crois qu'il faut sérieusement améliorer la relation grand groupe PME. Il y a eu des progrès qui ont été faits, mais il faut aller beaucoup plus loin. Il faut arrêter que les PME, ce soit le banquier des grands groupes. C'est une culture française. Il y a peu de pays dans lesquels ça se présente comme ça. Ça rappelle quelques mauvais souvenirs. Et donc ça, c'est un point important et il faut savoir travailler ensemble. Moi, je crois que justement, la révolution qui est en train de se passer est en train de changer les choses, et entre autres sur la relation entre les grands groupes, on va dire, et les startups et le monde de la technologie. Et si je reprends là encore une fois mon exemple, aujourd'hui, toute la technologie dont je rêve, elle est disponible en travaillant avec des startups. Donc moi, ce serait une hérésie que d'investir sur le développement de la technologie, à contrario, parce qu'on peut être extrêmement complémentaires,
parce que ces startups ont parfois du mal à accéder à un certain nombre de marchés, à un certain nombre de grands groupes, et en associant nos savoir-faire, c'est ce que l'on fait. On le fait déjà avec 40 startups pour lesquelles nous proposons des solutions combinées pour nos clients. Et je crois que c'est en train de changer la relation, et on le verra à l'excellent salon que vous organisez aussi, Vivac Technologies, donc il y aura la deuxième édition au mois de juin, et où nous serons le partenaire RH, et où nous aurons 30 startups avec nous sur nos sujets RH. C'est en train de changer la relation entre les grands groupes et ces jeunes pousses, et sont plus largement dans la relation entre les grands groupes et le monde des PME, où on voit bien qu'en travaillant ensemble, on est beaucoup plus efficace et beaucoup plus capable d'appréhender l'ensemble des enjeux qui sont les nôtres dans ce monde en grande transformation. Un dernier mot, Alain Roumière, peut-être sur l'enjeu de la révolution numérique, de cet enjeu, tout le potentiel de croissance que représente le digital qu'évoquait Serge Maslia. Alors, on va avoir beaucoup de représentants de cette génération. Le digital, c'est une fantastique opportunité, mais ça dépend pour qui. Donc, le digital, aujourd'hui, effectivement, est en train de transformer largement notre économie. A contrario, il est en train de polariser, en particulier le marché du travail, entre ceux qui ont les compétences qui leur permettent de réussir dans ce nouvel environnement. Et aujourd'hui, toutes les études montrent que, c'est pas vrai que pour la France, mais dans tous les pays industrialisés, on aura une pénurie de compétences dont on aura besoin pour accompagner tous ces flux-là. Et à contrario, elle a tendance à laisser sur le côté les gens qui n'ont pas ces compétences. Donc on a deux enjeux. Le premier, c'est comment on développe vitesse grand V les compétences dont cette nouvelle économie a besoin et pour pouvoir alimenter la croissance. Et deuxième sujet, qu'est-ce qu'on fait pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de plus en plus de gens qui se retrouvent au bord de la route? C'est ça aujourd'hui les enjeux, non seulement de nos entreprises, mais de nos sociétés. D'ailleurs, j'ai un dernier commentaire. Oui, alors effectivement, le digital n'est plus une question, c'est le comment et le quoi, qui permet d'avoir une interaction beaucoup plus forte avec ses clients, d'ouvrir à un plus grand nombre et bien évidemment de réduire ses coûts. Je crois que très clairement, aujourd'hui, on assiste à une véritable dynamique forte en France qu'il faut encourager en libérant les énergies, en accentuant tous à notre niveau notre action autour des entrepreneurs. Et je crois qu'au sein des élections qui se profilent, c'est vraiment des messages extrêmement forts à faire passer pour que l'inflexion se produise. Merci messieurs de nous avoir fait partager votre expertise, analyse. Alain Roumillac, PDG de Manpower Group, et Serge Salia, qui est le président de Sage Europe du Sud. Maslia. On va accueillir maintenant le grand entrepreneur. On va voir comment cette conquête de la croissance se passe sur le terrain, dans la réalité d'entreprises qui sont encore une fois des champions, chacune dans leur domaine. On va les accueillir, on va les inviter à nous rejoindre sur cette scène. J'ai le plaisir de commencer en accueillant Frédéric Mazzella, il est le fondateur de Blablacar. Nous accueillons également quelqu'un qui a révolutionné la vie amoureuse peut-être d'un certain nombre d'entre vous et qui maintenant est en train de bouleverser le marché de l'optique, Marc Simoncini. Celle-ci. Avec nous sur cette scène aujourd'hui, Marie Vorgane de Barzik. Elle est la cofondatrice du NUMA. Le fondateur et dirigeant d'une de ces pépites dans l'univers du B2B, de la force de solution aux entreprises. Il a créé une entreprise qui accompagne, qui fournit des services et des conseils pour la transformation numérique des entreprises. Il l'a créé à 22 ans, il en a 37, sa boîte pèse 170 millions d'euros, ils sont 2000 sur 4 continents. David Layani de OnePoint. Il y en a aujourd'hui qui ont un petit peu peur du progrès, ça vous le savez. Alors c'est vrai qu'on pourrait arrêter toute tentative dans le domaine de l'énergie et par exemple pour éclairer nos villes, on pourrait supprimer l'électricité pour réhabiliter des postes d'allumeurs de réverbères, on créerait beaucoup d'emplois. En tout cas, c'est pas son pari. Elle l'a parié sur le contraire, sur des solutions absolument incroyables et elle va nous raconter. Elle s'appelle Sandra Ray et elle est fondatrice de Glowy. Et puis il fait partie de un site qui fait partie du quotidien de la plupart d'entre vous, j'imagine, venteprivée.com. C'est Hélène Bélaïne qui est l'un des cofondateurs de cette entreprise. Alors on va commencer avec vous par ce qui est la question rituelle dans la salle des quelques milliers de personnes qui envisagent.
Le retour n'est pas très bon Le pour eux. retour n'est pas très bon. Non. Alors attendez, on va se rapprocher de nous. On va commencer effectivement, on est dans la salle, on a dans la salle des personnes quelques milliers de personnes qui envisagent de se lancer dans l'aventure de la création d'entreprise et qui se posent donc une première question qui est assez traditionnelle, qui est peut-être la bonne idée de business. Comment est-ce qu'on trouve un facteur de différenciation qui permet d'avoir des réussites telles que les vôtres? Alors on va vous ramener les unes et les autres à la genèse de votre entreprise. Comment est-ce que vous avez eu cette idée-là qui finalement s'est avérée une solution assez magique pour devenir un champion de la croissance? On commence avec vous peut-être, Ilan. Comment est-ce que cette idée a germé? Revenez aux sources de votre privé. Bonjour. L'idée, en fait, c'est Jacques Brun qui l'avait, puisque Vente Privée, en fait, n'est pas une pure start-up. C'est la transformation digitale d'un vieux métier qu'il avait créé en 85. Son idée, c'était de dire, aujourd'hui, une boutique à 4 murs, et sur Internet, on peut faire rentrer 1 million de personnes et vendre 1 million de produits. C'était un constat, c'est vrai. Et en fait, l'idée, c'est pas tout. L'idée, c'est l'impulsion de départ, c'est ce qui nous donne envie d'avancer. Mais ce qu'il faut, c'est créer, avancer, faire des erreurs, apprendre. Et il faut faire un peu moins d'erreurs que de réussites. Donc l'idée, c'est juste l'impulsion de départ. L'idée qu'on avait au départ, c'est pas celle qu'on a aujourd'hui. Et c'est pas celle qu'on aura demain. Donc l'idée n'est juste qu'une étincelle dans la carrière d'un entrepreneur. Sandra Ray, vous avez décidé en 2013, vous allez nous raconter comment, de changer la manière d'éclairer les villes. Alors pour l'instant, il ne s'agit pas de changer l'éclairage urbain traditionnel, d'éclairage intensif, mais déjà la manière dont on peut éclairer les bâtiments ou éclairer les vitrines de magasins. Et vous avez décidé de faire de la lumière sans électricité. Et vous avez décidé en fait d'inventer un système de lumière bioluminescente à partir des produits marins, tels que le plancton, tels les méduses, comme les algues. Et racontez-moi comment est venue cette idée, comment vous avez pensé pouvoir en faire un business. Et après, on évoquera deux aspects, les minutes qu'il vous manque, en termes de durée de vie de cette lumière naturelle sans électricité, et l'intensité de la lumière que vous êtes en capacité de produire. Qu'est-ce qui vous a pris d'imaginer qu'on allait pouvoir éclairer les bâtiments avec des algues? Alors j'étais en fait étudiante en design. À ce moment-là, je participais à un concours, un simple devoir d'étudiant. Et on nous a mis face à un thème qui était la biologie synthétique, qui est une science qui est à la croisée de la biologie et l'ingénierie. On voulait réfléchir sur la lumière et puis tout d'un coup on est tombé sur une vidéo sur les poissons des abysses. Ces poissons qui sont capables de faire de la lumière. Et on s'est dit, si ces poissons sont capables de faire de la lumière et qu'aujourd'hui on a des technologies qui nous permettent de coder avec de l'ADN, est-ce que ça peut tout simplement pas être la solution en fait à nos problématiques à la fois économiques et écologiques de l'éclairage tertiaire? À ce moment-là, il y avait beaucoup de discussions sur l'extinction, l'interdiction d'extinction des vitrines la nuit pour des problématiques tout simplement de réduction de consommation énergétique et de pollution lumineuse. Et on s'est dit, est-ce que cette lumière-là peut pas être une belle alternative pour les commerçants pour mettre sur leur vitrine, pour continuer à avoir une visibilité, mais de manière plus propre, plus douce, et en faire finalement aussi un vrai facteur d'innovation et de différenciation pour ces marques-là. Donc le projet est né comme ça. 7 jours. Aujourd'hui, le plancton, il tient 7 jours et il fait une lumière bleue, très bleue. Alors, il faut que ça tienne plus longtemps et que ça fasse peut-être une lumière plus blanche. Alors en fait, effectivement, il y a plein d'enjeux parce qu'on est sur une matière première vivante. On est face à des bactéries, des micro-organismes qui doivent en permanence continuer leur croissance pour continuer à produire leur réaction chimique de bioluminescence. Donc il y a un enjeu de leur apporter en permanence ce dont ils ont besoin. Une des solutions, c'est d'utiliser des phénomènes une fois de plus naturels comme la photosynthèse qui vont leur permettre de créer de l'oxygène qui leur permet de faire de la luminescence et aussi de générer du glucose qui leur permet de subvenir à leurs besoins. Donc une fois de plus, finalement, le but de ce truc-là, c'est vraiment de trouver des solutions dans la nature. Et donc aujourd'hui, on est en plein progrès, on a différentes technologies, des technologies qui sont 100% autonomes et qui fonctionneront toujours de manière éphémère, mais l'éphémère peut aller jusqu'à 1 mois et ça remplace déjà des usages en vitrine, en communication extérieure, partout là où en fait la lumière sert à donner de la visibilité ou à mettre en valeur. Et puis on a des systèmes sous d'autres formes, des formes liquides par exemple, où on va avoir un besoin d'énergie mais qui est très très faible puisqu'il sert simplement à une circulation qui va permettre d'alimenter le système et là d'être beaucoup plus durable pour avoir un impact beaucoup plus fort, notamment dans le paysage urbain. Quand on vous dit que la France a tout pour réussir. Alors on va partir dans un tout autre univers, effectivement, c'est celui du service aux entreprises. David Layani, comment est-ce qu'à 22 ans, au lieu de devenir salarié, on se dit je vais devenir entrepreneur? Comment est-ce qu'on se lance effectivement dans le service, dans le domaine des systèmes d'information des entreprises? Et puis comment est-ce qu'on arrive à se dire je ne vais pas bâtir une SS2I classique, je vais complètement disrupter mon modèle? L'envie d'entreprendre, elle est née il y a bien longtemps sur les bancs d'école. Le micro plus près d'elle.
Mais je dis l'envie d'entreprendre est née il y a bien longtemps sur les bancs d'école quand je ne rentrais pas dans le cadre. Donc vous l'aurez compris, je ne suis pas un produit marketé par les grandes écoles. Et ça s'est illustré par des aventures entrepreneuriales couronnées d'échecs entre 18 et 20 ans, avant de prendre un premier job dans un grand groupe américain, à vendre des solutions logicielles et des solutions d'infrastructure informatique, pour me rendre compte à ce moment-là qu'on était dans l'automatisation des tâches, dans la sursécurisation des process de l'entreprise, et je découvre à ce moment-là un marché de 40 milliards dont il me donne l'envie folle de le transformer en profondeur. Je rappelle qu'en 2002, on est dans le début des grandes crises, on est juste après l'éclatement de la bulle Internet, on est post-attentat du 11 septembre, et à la naissance de la troisième révolution industrielle avec les premières applications WAP et les premiers services partagés qui vont être les débuts du cloud. Et juste derrière... Ça me rappelle des souvenirs, je vois Fred Mazella et Albert Rossini, ça me rappelle la jeunesse de ces entreprises également. Et juste derrière moi, il y a toute une génération qui arrive, qui sont des natifs du web. Et à ce moment-là, j'ai une grande vision, c'est que les frontières entre tous les métiers vont se dissiper et qu'il va falloir créer un point de convergence entre tous ces métiers, la communication, le conseil, l'audit, les boîtes de tech, et je décide de me lancer avec cette vision désiloter des organisations pour se mettre en mouvement et conquérir le monde de la technologie. Et on arrive comme ça à 22 ans sur le marché en disant je vais vous désiloter vos systèmes d'information et ça prend. On commence par passer 70 coups de fil et au fond, la crise, c'était ma plus grande opportunité parce que les zones de confort établies, elles sont complètement remises en cause. La crise et à ce moment-là, on vous écoute parce que quand vous tapez à la porte d'un grand groupe, bah, le petit jeune, on l'écoute, il a peut-être quelque chose à dire. Gentil, toujours. L'optimiste est celui qui voit dans chaque difficulté des opportunités. Ben, il a fait ça, notre ami David. Frédéric Mazella, Blablacar, je crois qu'on ne va pas vous demander comment vous est venue l'idée, parce que vous avez dû répondre peut-être une centaine de fois à cette question. Mais maintenant vous êtes y compris sur cette scène, maintenant vous êtes une licorne. Je rappelle ce que c'est qu'une licorne, une entreprise valorisée plus d'1 milliard de dollars, mais pas par le marché, par les gens qui ont cru en cette entreprise et qui lui ont apporté des fonds propres et des capitaux. Le truc, c'est que vous êtes dans un univers qui est en train d'être bousculé par les politiques et par les univers réglementaires. C'est-à-dire qu'on se demande comment l'économie du partage va pas être l'économie du carnage. Et il y a énormément de passions politiques qui se sont entourées, qui se sont accaparées ce sujet. Comment est-ce que vous vivez l'univers dans lequel vous évoluez et la façon dont ceux qui vont prendre des décisions réglementaires pour demain risquent de les prendre sans ne rien comprendre aux décisions qu'ils prennent? Voilà, bonjour à tous. J'ai une vision un petit peu plus optimiste que ça. Enfin, plus optimiste. Bon, on est en bateau et ça bouge un petit peu, mais c'est pas ça qui va changer notre direction. En fait, là, les réglementations, elles évoluent et c'est normal. Et alors, ce qui se passe, c'est que forcément, les réglementations arrivent après l'activité, parce que les gens qui font toutes les réglementations et tous les juristes et tous les gens qui travaillent dans ce domaine-là, ils ont déjà assez à faire avec le monde existant pour ne pas aller réguler quelque chose qui n'existe pas encore. Donc c'est obligatoire que les régulations soient un petit peu en décalage de quelques années par rapport au business quand ils se lancent. Pour ce qui est de l'économie du partage, alors il y a plein de différentes définitions, mais moi surtout ce qu'on est en train de voir, c'est une plateformisation avec des secteurs assez identifiés, mais on voit que ça touche à peu près tout, parce que la plateformisation, c'est donc la mise en commun de certaines ressources qui pouvaient être très individuelles au départ. Ça a commencé par le partage de contenu avec des choses comme Napster il y a très longtemps, en 99, puis maintenant ça donne des services à la Netflix, Dropbox, Spotify, Deezer et toutes ces choses-là qui sont en fait du partage de contenu. Après, il y a le partage des réseaux qui est venu avec les Facebook et LinkedIn et Viadeo et ce genre de réseaux-là. Vous avez le partage d'argent, tout simplement, avec du partage via des plateformes de crowdfunding ou crowdlending comme KissKissBankBank, Club, Funding Circle, enfin, ce genre de choses-là. Ensuite, vous avez le partage de biens avec des plateformes comme Airbnb, Drivey, Blablacar. Vous allez partager soit votre maison, soit votre voiture, mais bon, c'est une chose. Et ensuite, vous avez des plateformes de partage de temps et de skills, on va dire, et de compétences qui vont être des plateformes de freelancing où vous allez retrouver du
alors Upwork ou Upwork pour les Américains, où vous allez retrouver des Thumbtack ou des choses comme ça, où vous pouvez avoir quelqu'un, un photographe, un graphic designer pour 2 heures, pour 10 jours, ou Uber aussi, qui est une plateforme de freelancing en soi, c'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui va pouvoir vous conduire à un endroit ou à un autre. Et en fait, tout ça, c'est la même grande révolution qui est basée sur 3 technologies qui sont la connectivité, les bases de données et les moteurs de recherche. Quand vous combinez ces 3 technologies-là, eh bien vous obtenez une disruption et un nouvel ère, un nouvel âge du partage de ressources qui avant étaient en silo et qui maintenant sont complètement partagées. Déjà, quand on a cette grille-là, on voit que ça touche beaucoup plus qu'en fait l'économie du partage, dont pas grand monde sait exactement ce que c'est, parce que comme tout terme nouveau, chacun y met sa définition. Donc en fait, moi je préfère parler de plateformisation parce qu'au moins c'est clair, on se repose sur la technologie, c'est assez simple, il y a des bases de données, il y a de la connectivité, il y a des moteurs de recherche, et quand on a ça, on peut faire beaucoup de choses. Donc ensuite, la régulation, on voit bien la complexité que ça apporte, puisque chacune des activités, enfin je veux dire de l'audiovisuel, en passant par les réseaux sociaux, en allant jusqu'à des activités comme Airbnb, Uber ou BlaBlaCar, on voit que c'est très très large. Il y a aussi un autre domaine d'ailleurs que j'ai oublié de mentionner, c'est le domaine de partage de connaissances avec tous les MOOCs et les Wikipédia et des choses comme ça, où la connaissance aussi, qui était quelque chose qui était assez difficile à partager avant, eh bien, a connu une révolution, puisque maintenant on est capable de la diffuser de manière beaucoup plus large grâce à ces réseaux. Donc on voit que ça touche tout. Donc la régulation, elle doit s'adapter. On voit bien qu'on ne va pas pouvoir trouver une règle pour tout le monde, parce qu'il y a des secteurs extrêmement différents, de l'automobile et du logement jusqu'à l'industrie du disque, qui sont, enfin du disque ou du streaming, qui sont concernés. Donc les régulateurs font leur travail, petit à petit on avance, et puis voilà, enfin, je suis plutôt positif. Moi. Vous vous rendez bien compte quand même qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de ce que vous venez de décrire. Et on a aujourd'hui un candidat à la présidentielle qui en a fait le cœur de son programme. C'est la fin de la croissance, c'est la fin du salariat, cette économie qu'on nous décrit comme un progrès absolument astronomique nous réserve des lendemains terrifiants. Je fais que paraphraser une croyance qui n'est pas que française, qu'on retrouve aussi chez les universitaires aux États-Unis. En fait, le vrai enjeu, c'est de se rendre compte qu'on est effectivement dans un changement d'ère industrielle. C'est déjà arrivé par le passé, on a eu la vapeur, on a eu l'électricité, là on a le digital. La différence par rapport aux fois d'avant, c'est que, enfin il y en a plusieurs, mais il y en a notamment une, c'est la durée sur laquelle ça se passe. Avant, quand on accompagnement des connaissances et de chacun d'entre nous sur la durée, et pas forcément un modèle qu'on avait créé au moment des révolutions industrielles précédentes, qui était de se dire, bon alors d'accord, on va s'adapter, on va apprendre les bases jusqu'à 18 ans, on va faire les études supérieures jusqu'à 22-23 ans, et puis après on est all set pour tout le reste de la vie. C'est pas vrai. Vous y approuvez, Marie-Morgane Lebarzik, parce qu'effectivement ça renvoie à tout ce que vous faites autour du NUMA, à tout ce que vous cherchez à accompagner. Votre point de vue sur ces enjeux, et puis au passage, racontez-nous aussi comment est-ce que cette aventure entrepreneuriale a eu lieu. Je pense que ce que dit Frédéric sur la temporalité, l'accélération du temps, c'est aujourd'hui incontestable et c'est une donnée essentielle dans la façon dont chacun s'inscrit vis-à-vis d'un parcours de création, de parcours professionnel. Et associé à ça, le fait d'être en réinvention permanente de sa propre entreprise quand on est à la tête d'une entreprise ou de son propre emploi quand on est salarié, et de comprendre qu'il n'y a plus à cet endroit. Il y a bien sûr des corps compétences qui un état et des dispositions personnelles, mais autour de ça, on ne peut plus revendiquer un parcours linéaire et professionnel. Et donc ça, c'est un état de la société sur lequel il faut réinventer. Marie-Morgane Lebarzik, racontez-nous un peu le NUMA. En 2001, c'est une association qui voit le jour, et puis une association qui va devenir une véritable entreprise, qui donnera lieu à des débats d'ailleurs entre les fondateurs de cette association. Je ne sais pas trop si vous êtes un lieu de coworking, si vous êtes une pépinière, si voilà, vous allez vous expliquer. Vous êtes installé dans le 2e arrondissement, rue du Caire, au numéro 39. Au rez-de-chaussée, c'est grand ouvert, tout le monde y par exister. Et je pense qu'il ne faut jamais oublier que le parcours d'entrepreneur, on est un peu habité au départ par quelque chose, et quand c'est une
une période de crise ou très à contre-courant, comme ce que tu disais tout à l'heure, ça crée des opportunités et en même temps c'est vachement différent du boulot qui est ensuite le boulot qui est d'être dans un environnement extrêmement mainstream qui est le mien aujourd'hui. Pourtant je fais quasiment le même métier, enfin il a un peu évolué, mais nos sujets sont toujours à peu près les mêmes. Et la façon dont il faut en permanence se réinventer, la façon dont il faut en permanence réenvisager son propre job et son propre positionnement vis-à-vis du marché. Et donc pour répondre à la question concrète de ce qu'on fait, la proposition de valeur initiale, c'était de dire on va aider les startups. Et cette proposition de valeur, en fait, elle n'a cessé d'évoluer dans cet environnement hyper dynamique de l'innovation des nouvelles entreprises. Et donc, on a en permanence adopté et adapté notre offre, notre proposition de valeur à cet environnement qui est devenu petit à petit extrêmement concurrentiel, avec énormément de gens qui se sont dit, en fait, aider les entrepreneurs, c'est un métier, c'est un business. Et pas seulement celui de l'investissement, gérer la collaboration entre ces jeunes entreprises très désirables par leur croissance et des entreprises un peu moins désirables par leur croissance que sont les grandes entreprises, c'est aussi un business. Et envisager que ce modèle économique soit rentable est possible. Voilà. Et on sent bien que nous, on est sur des métiers qu'on qualifie, donc on fait de l'accélération start-up, on fait de l'open innovation, on a fait à une époque du coworking et on en a toujours une part de gratuit, mais on en fait beaucoup moins, même si on a été les pionniers en France. Et en fait, c'est des métiers qui sont des métiers de service et de financement, puisqu'on est aussi un investisseur en phase très de manière. Vous êtes une entreprise. On a un modèle économique qui est très simple. On a des activités qui sont rentables. Quand on travaille avec des grandes entreprises sur un programme comme Data City qui dure 8 mois et qui aborde tous les sujets de l'innovation dans la ville, et ben les grandes entreprises, elles payent. Donc ces métiers-là, ils sont rentables. Quand on fait des événements, ils sont rentables. Ces deux métiers, ils sont rentables, ils dégagent une marge. Cette marge permet d'accompagner les startups et d'investir dans les startups. Et donc les startups, elles sont... elles viennent nous voir sur des phases très amont, et soit sur la partie coworking qui est au rez-de-chaussée, qui est ouverte et gratuite à tous, soit sur l'accélération, où là on prend du capital des startups en échange d'un cycle d'accélération. Et là il y a une sélection qui est forte, puisqu'en moyenne on a en France à peu près 800 startups qui postulent pour une dizaine qui sont sélectionnées tous les 4 mois. Le pionnier du numérique que vous êtes, Maxime Ossini, qu'est-ce que ça lui inspire ces témoignages? Oui, on en arrive tous effectivement à ce stade où on devient entrepreneur. Qu'est-ce que ça vous inspire effectivement de voir ces nouvelles formes entrepreneuriales dont viennent de nous parler nos différents témoins? Qu'est-ce qui a changé aussi dans la manière de développer une entreprise entre l'époque où vous avez lancé Mythique, celle où vous avez développé Sensis, que vous observez aussi dans les entreprises que vous accompagnez? Je sais pas, moi je suis ravi d'être le plus vieux et comme ça je vois ça un peu avec du recul. Maintenant je suis un petit peu moins stressé, mais en les écoutant finalement je repensais à mon parcours. Moi j'ai créé ma première boîte, j'avais 22 ans, je crois que j'en ai 54, j'ai pas fait le calcul, ça fait long quand même. Et je me disais finalement il y a 4 manières de créer une entreprise. Enfin moi ça m'est arrivé avec 4 moteurs. La première fois c'était par nécessité, j'avais pas le choix, je trouvais pas de boulot, donc je me dis je vais créer une boîte, je suis développeur et je vais développer des logiciels si je trouve des clients. Ça m'a pris 10 ans. Et puis ensuite, c'est devenu France et je l'ai vendu à Vivendi. Ensuite, j'ai créé une boîte, non pas par besoin, parce que j'avais réussi à vendre la première, mais par opportunité. J'avais 3 copains qui ne trouvaient pas de copines. Et je me suis dit, je vais leur faire un site, il y a bien 3 filles qui vont venir. Et il y avait un marché. Voilà, c'est devenu Mythique. Et visiblement, il y a quelques clients aussi dans la salle. Voilà, à chaque fois, c'est des cycles de 10 ans, à peu près. Tu parles de cycles de 20, mais enfin, c'est plus court. Donc j'ai monté Mythique, c'est devenu une boîte dans 13 pays que j'ai mis en bourse et que j'ai quitté après. Ensuite, j'ai entrepris par défi. Je me suis dit, tiens, il y a un secteur que je ne comprends pas, c'est l'optique en France. Pourquoi les lunettes sont si chères en France? Pourquoi Internet n'existe pas en France? Ça fait 10 ans que ça existe en Allemagne. Je vous rappelle juste que la France a légalisé la vente de lunettes sur Internet il y a 100 jours. Les Allemands le font depuis 10 ans, les Anglais depuis 12, la France depuis 100 jours. Donc ça m'a pris 5 ans de combat, 5 lois, 5 ministres différents, et finalement on a gagné 3 mots dans la loi qui nous permettent de vendre des lunettes sur Internet. Donc ça c'était par défi. Je me suis dit tiens,
je vais essayer quand même de casser un truc et de mettre de l'internet là où c'est interdit en France. Et puis maintenant ce que je fais c'est par passion. Moi les startups, les boîtes, tout ça j'en ai beaucoup fait, j'en ai réussi peu, mais finalement pas si mal. Et donc maintenant je l'écris par passion, je lance des vélos, je lance des objets qui me plaisent. Le vélo c'est héroïne, c'est ça. Là j'essaye de faire que la France étant le plus grand pays de vélo et que le plus grand événement de vélo au monde n'avait pas de marque de vélo prestigieuse, donc j'essaye de lancer une marque de vélo prestigieuse faite en France, pas simple. Donc voilà, il y a 4 ou 5 manières et 4 ou 5 moteurs qui vous donnent envie d'entreprendre, chacun a le sien. Je trouve que moi avec la durée j'en ai fait 4, peut-être que la prochaine ce sera de la philanthropie et ça sera la 5e. Les entrepreneurs qui, les porteurs de projets qui retiennent votre attention, est-ce qu'ils ont des traits communs? Est-ce qu'il y a un certain nombre de cases à cocher pour arriver sur le radar de Marc Simoncini? Alors, vous êtes quand même aussi investisseur. Vous avez créé un fonds d'investissement qui s'appelle Jaïda Capital, mais dans la liste que vous nous avez citée. Oui, c'est vrai que j'ai oublié celui-là. Alors là, je l'ai fait, je sais pas le moindre, pourtant dans l'économie. C'est pas le moindre, on a investi dans 160 startups. J'ai cru que c'était passionnant de miser dans des startups et puis de donner des conseils. Mais j'ai bien vu que ça cassait les pieds aux entrepreneurs quand on leur donnait des conseils, donc finalement je les laisse faire. Et c'est pas le métier le plus passionnant de regarder les boîtes grossir si on s'en occupe pas, donc je n'ai pas trouvé ça formidablement passionnant pour moi, mais c'était intéressant, j'ai vu plein de jeunes, plein d'idées, c'était super. Je suis pas sûr que je continuerai à le faire, mais en tout cas si je le fais, ce sera sous une autre forme. Donc c'est vrai que c'est une autre manière de le faire. Alors comment je choisis les projets? C'est vrai que je juge très rapidement l'idée. Est-ce que je l'ai déjà entendu 100 fois ou est-ce que je ne l'ai pas entendu? Ensuite, est-ce que j'y crois, est-ce que j'y crois pas? Là, je me trompe une fois sur deux. Et puis surtout, quand j'ai la chance de rencontrer les gens, j'essaie de juger les gens et d'essayer de prendre des gens qui pensent un peu à l'envers, qui ne sont pas dans les cases, qui ne sont pas dans les moules, qui ne sont pas dans le conformisme, qui ont des idées un peu iconoclastes. Parce que souvent, c'est une erreur que n'est une start-up. Je vais juste vous raconter, ça va peut-être vous saouler, mais je vais la faire très vite. Quand j'étais développeur, j'avais un patron qui m'avait demandé de développer un jeu d'échecs sur Minitel. C'était compliqué à faire parce qu'il fallait que je contrôle le mouvement des pièces, je n'arrivais pas à le faire. Donc je me suis dit, merde, je ne veux même pas contrôler le mouvement des pièces. Je veux juste laisser les gens déplacer les pièces comme ils veulent, mais si on triche, on va pouvoir envoyer un petit message à l'autre en disant, mais t'as pas bougé le cheval comme il faut. Et dès que j'ai rajouté cette petite ligne de message, le jeu d'échecs est passé de 50 joueurs à 50 000 joueurs. Et je me suis dit, c'est dingue le succès de ce truc. Et donc mon patron venait m'engueuler parce que les serveurs sautaient, ça prenait trop de bande passante. Des soucis de riches, quoi. Oui, mais sauf qu'après, je me suis aperçu que les pièces ne bougeaient plus du tout. Donc j'ai dit, c'est bizarre, pourquoi il y a autant de gens qui jouent aux échecs sans bouger les pièces? En fait, ils faisaient du chat et ils se draguaient les uns les autres. Et donc on a inventé le chat. Donc on a enlevé les échecs et c'est devenu francisme. Il reste un truc que vous n'avez pas parlé, c'est l'école européenne des métiers de l'Internet, que vous avez co-créé avec les deux stars qui sont généralement à vos côtés, Jacques-Antoine Grandjean et Xavier Niel. Xavier Niel, lui, en plus, il y a eu l'école 42 et maintenant il y a la Fraissinet. En fait, les bonnes idées sont souvent dans les têtes au même moment. Moi, je voulais créer une école Internet et Jacques-Antoine voulait faire une école d'e-commerce et on s'en était jamais parlé. Et Xavier voulait faire une école de codage. Et puis, bon, on s'en parlait pas. Et puis un jour, on a fait un déjeuner, il y en a un qui a dit, toi, tu fais quoi? Je réfléchis à une école. Moi aussi. Et puis, on a créé l'école Internet EMI, qui est une école qui apprend des métiers aux jeunes en 2 ans, puis 5 ans. Où on a sélectionné toute une série de métiers, vraiment des métiers de l'Internet. Ils les choisissent, ils les pratiquent de manière théorique pendant 2 ans, avec beaucoup de stages. Ce qui fait qu'à la sortie de leurs 3 années, 97 ou 18% d'entre eux trouvent un job assez facilement. Donc on est content de ça. On ne l'a pas encore généralisé, il n'y en a qu'une à Paris, mais peut-être qu'un jour on la développera un peu partout en France. Ilan, si on revient effectivement à la success story vente privée, on voit que c'est une idée simple au départ, une idée simple et disruptive, et puis ensuite c'est une série incessante d'innovation, de transformation. C'est-à-dire qu'il faut intégrer dès le départ l'idée que, comme avec cette accélération des cycles qu'évoquait tout à l'heure Frédéric Mazella, il va falloir être en mouvement perpétuel. Comment est-ce qu'on réussit à intégrer ça? Comment est-ce qu'on réussit à le partager avec cette équipe? Parce que ça pose une monstrueuse idée de devoir se transformer en permanence. Alors, en fait, déjà, on a réalisé quelque chose, c'est que la concurrence mondiale aujourd'hui, elle n'est plus entre les petits et les gros, mais entre les rapides et les lents. Et aujourd'hui, dans le marché, et surtout aux États-Unis, il y a des gros très rapides. Et plus ils sont gros, plus ils vont vite. Et pourquoi? C'est assez paradoxal. Non, c'est pas paradoxal, c'est qu'ils ont compris que l'innovation était le moteur de la croissance. C'est ça. Et ils ont compris un truc, c'est que la V12 est meilleure que la V1. Donc vaut mieux faire une version par mois qu'une version par an. Parce qu'en 1 an, j'ai 12 versions, et si on reste dans les projets tels qu'on les fait en France, des projets d'1 an et des cycles d'1 an, la V12 arrivera bien plus tard. L'essence fondamentale de l'innovation, c'est le droit à l'erreur.
D'accord? C'est-à-dire qu'il faut essayer, il faut se tromper, il faut réapprendre. C'est pour ça qu'il faut Il faut travailler. aussi configurer sa structure d'innovation. Ah oui, absolument. Faire face, comme on dit aussi dans l'univers interne. C'est ça, c'est-à-dire qu'en termes d'organisation interne, le monde privé a opéré une très grosse mutation organisationnelle, c'est-à-dire qu'avant on était organisé en projet, et le problème du projet c'est qu'il y a une mort programmée, il y a un début, une fin. Donc on dit aux gens en fait tu es en CDD. Alors que quand on raisonne en produit, on dit ok, on va financer une équipe qui va travailler sur un thème, et en CDI. Et tous les mois vous nous sortez quelque chose. Que ce soit bien ou pas, c'est pas grave. Mais au moins, on sait qu'on a une équipe qui travaille sur améliorer l'expérience utilisateur du matin au soir, et ils sont financés comme ça. Donc on ne finance plus des projets, on finance des produits, on finance des innovations. Et aujourd'hui, l'idée, c'est que l'innovation ne doit plus être top-down, c'est plus Dieu qui dit à ses fidèles « développez-moi ça », c'est au contraire les fidèles qui, en masse, proposent des choses et choisissent. Chez Facebook, par exemple, le chef product owner, c'est Mark Zuckerberg. Tous les mois, il a 1000 équipes de 6 développeurs qui lui proposent des choses et il choisit. Et ils viennent d'annoncer qu'ils sont passés à 2 milliards d'utilisateurs, alors qu'il y a 3 ans, ils étaient à 1 milliard, 2 ans. David, cette idée d'innovation permanente, le fait de proposer sans arrêt des nouvelles solutions, de les tester, ça marche ou ça marche pas, c'est pas grave, l'essentiel c'est de passer dans cette dynamique. Au fond, Frédéric et Ilan l'illustrent parfaitement avec la plateformisation, la nécessité d'apprendre en permanence, la nécessité de se mettre en mouvement, la nécessité d'avoir l'expérience utilisateur au cœur de sa stratégie. C'est le cœur de la transformation. Alors, il y a l'aspect technologique dont on entend beaucoup parler, le blockchain, la cybersécurité, le big data, les réseaux sociaux, les applis mobiles, etc. Il y a le business qui est un deuxième pilier de la transformation, son modèle économique. Et le troisième qui me paraît être le plus important, surtout quand on ne sait pas où on va, parce que c'est extrêmement difficile de se déterminer, ce sont l'organisation et les hommes. Et au fond, la seule question qui peut nous animer, c'est comment libérer les énergies et créer le cadre qui soit propice à cette innovation et à cette rapidité d'exécution. Et c'est ce qui m'a valu, il y a 15 ans, au moment où j'ai lancé l'entreprise, d'aller très vite au Canada ou aux États-Unis pour découvrir les méthodes autour des produits qui s'appellent des méthodes agiles, qui sont extrêmement connues maintenant, mais il y a 15 ans en France, on me prenait un peu pour un illuminé. Et surtout de construire des plateformes de proximité. C'est-à-dire qu'au moment où tous les projets partaient en Inde, il y a eu une mode à l'époque d'externaliser carrément le développement de ces produits à l'extérieur pour avoir une approche par unité de coût, c'était de dire je vais investir en France et je vais penser global et produire local. Et c'est comme ça qu'on a créé 400 emplois, par exemple, à Nantes et à Bordeaux, pour créer ces plateformes de proximité au plus près des utilisateurs. Marc, vous qui avez effectivement développé des entreprises qui ont cultivé cette dimension de mouvement perpétuel, voilà. Franchement, quand j'ai fait des dabeuses de pistes de 15 tonnes, c'était plus lent. Mais dans le numérique, c'est vrai que ça va très 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 vite et je ne sais pas faire autrement que par essai-erreur. D'ailleurs, j'ai souvenir d'une anecdote où à l'époque on se posait beaucoup de questions pour savoir quel était le meilleur prix où on pouvait vendre mythique. Alors on mettait à 34, on mettait à 39, on mettait à 37, on mettait à 37,80, puis après on attendait une semaine qu'il y ait des résultats. Je devenais dingue. Donc j'avais demandé à ce qu'on développe un curseur. Donc je tournais le curseur, enfin c'était virtuel bien sûr, hein. Donc je tournais le curseur et je voyais le taux de conversion qui baissait, plus le prix montait, et le chiffre d'affaires montait. Donc en tournant le curseur comme ça, finalement on trouvait le moment où la courbe était idéale. Mais du réglage en permanence, quoi. Oui, c'est ahurissant quand vous choisissez le prix d'un produit en temps réel avec des gens qui l'achètent au moment où ils rentrent dans le magasin. Enfin, c'est une logique. Ça rappelle des souvenirs, il a visiblement. Parce que j'imagine que j'ai rien inventé, mais voilà. Donc on lançait des versions, ça marchait pas. C'est une course fatigante sur la durée. Franchement, il faut des équipes qui sachent ça. Sandra Ray pour Glowy, vous en êtes où de la maturité du projet? Parce que vous, l'innovation, la recherche et le développement, c'est au cœur du dispositif. Est-ce que le business est là, opérationnel aujourd'hui? Effectivement, déjà, on est encore un tout petit bébé. 2013, la création. Fin 2014. Fin 2014, oui, d'accord. Fin 2014, et puis surtout, on est dans un monde qui est très différent, qui est celui de la biotechnologie. Donc de la recherche et développement en biotechnologie qui est lent et long pour le coup. Et du coup, l'enjeu, nous, justement, pour réussir à grandir rapidement sans être dans un schéma d'une entreprise de biotechnologie qui met 10, 15, 20 ans à aller sur le marché, on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait des marchés à tous les niveaux d'avancement de nos technologies.
Notre objectif, c'est de changer le paysage urbain et d'imposer la bulle-essence comme une évidence partout. Pour ça, il faut des performances très fortes en termes d'intensité, de durée de vie, etc. Sauf qu'en fait, en un an, on a réussi à développer un système qui durait pendant 3 jours, qui faisait une lumière qui fonctionnait bien à l'intérieur, dans des milieux un peu sombres. Ça a vraiment existé, ce que vous me dites, ça a été installé quelque part et ça a vraiment été... Exactement, en fait, un an après la création d'entreprise, qui est vraiment très court à l'échelle d'une boîte de biotechnologie, on a décidé de sortir du laboratoire, de se forcer à avoir des premières relations commerciales, à vendre des installations éphémères. Ça nous pousse à la fois marketer le produit, à la fois tester les réactions, à la fois aussi travailler l'acceptabilité sociale sur un produit de rupture comme celui-ci. C'est important d'en parler et d'expliquer pourquoi, comment et ce que ça va devenir. Et donc dès la première année, en fait, on a commencé à vendre des prestations. Dès qu'il y a un peu plus de performance, on va pouvoir aller en vitrine. Dès qu'il y a encore un peu plus, on va pouvoir aller dans la communication extérieure. Et quand il y en aura encore plus, on va pouvoir aller dans la ville. Sandra, vous nous dites là comme ça, avec le plus grand naturel, notre ambition c'est de changer le paysage urbain. Et quand vous assénez ça du haut de votre, avec une start-up, avec une expérience quand même extrêmement limitée, on ne vous prend pas pour une illuminée, une gentille, une sympathique illuminée, comme disait tout à l'heure David. Comment est-ce qu'on convainc les gens que oui, on peut rêver en grand, et on n'est pas forcément une utopiste? Je pense qu'il faut être très enthousiaste et très optimiste, ça c'est sûr. Après, moi j'ai eu la chance de pouvoir beaucoup parler du projet et d'avoir énormément de retours. Ça c'est un message important, parler de votre projet, parce que parfois on hésite, on se dit on va se faire piquer l'idée, ou alors effectivement on va se la faire griller parce qu'on n'aura pas forcément la proof of concept, comme disent les anglo-saxons. Non, allez-y, partagez. Et moi en plus c'est pas né d'une ambition entrepreneuriale, c'était vraiment d'une idée d'un projet étudiant et j'ai fait d'ailleurs en 2013 le concours organisé par Marc Simoncini, Jacques-Antoine Grandjean et Xavier Niel. On était étudiants, on n'avait pas du tout d'entreprise. C'était les 101 projets, ça, c'est ça? On a été dans les 101 projets et ça a été un retour qui nous a fait nous dire il y a peut-être vraiment une vraie opportunité, ça intéresse les gens, ça a du potentiel et c'est toutes ces opportunités d'en parler, d'avoir des retours qui a fait qu'au final on s'est dit je ne peux pas ne pas tester, au moins d'entrer en laboratoire parce qu'à cette époque-là je n'avais jamais vu de lumière de luminescence de ma vie. Et donc de rentrer en laboratoire et de se dire je me laisse 6 mois, si ça marche c'est super, si ça marche pas... Sandra, est-ce que vous donneriez comme conseil à ceux qui sont là d'essayer d'affronter le client et d'affronter le marché en fait le plus vite possible? Complètement, et c'est ça qui nous construit au quotidien, qui fait qu'on renforce nos positions et qu'on change complètement la manière d'aborder le sujet. Marie, ils sont tous comme ça au NUMA, c'est la génération Hacker. En fait, ce qui fait la différence entre les entrepreneurs qu'on voit tout à coup émerger très vite et d'autres d'un certain point de vue, c'est exactement ce que tu viens de dire sur le fait de dire enfin, on va changer le paysage urbain. Et donc c'est le côté hyper mission driven. De vouloir avoir un impact, de se dire que le monde est en train de changer, qu'on n'est pas bien sûr qu'il est en train d'aller dans un sens qui soit bénéfique pour l'humanité, et que si on peut contribuer à l'emmener dans un sens qui soit un peu meilleur pour l'humanité, alors on le fait. Et je sais que nous, chez Lima, c'est un des sujets, c'est-à-dire que quand j'ai lancé ce machin-là, hyper à contre-courant, en disant mais si ça existe, mais si ça existe, mais si ça existe, le levier, c'est un levier de conviction qui est extrêmement fort et on y croit fortement. Quand on rentre dans des phases qui sont des phases de gestion, d'optimisation, de tourner les boutons et de se dire ok, comment je fais un peu plus, un peu mieux à tel endroit, c'est plus le même métier. Et c'est vrai que avec l'humain aujourd'hui, après quelques mois d'optimisation, le développement international qui a énormément mis sous tension un certain nombre de sujets, on s'est redonné l'objectif de se concentrer sur des sujets qui vont avoir un impact à long terme. Et que le fait de dire créer de la puissance économique et de la puissance financière chez des entrepreneurs qui sortent, des jeunes gens qui sortent d'HEC et qui quelque part de toute façon réussiront à trouver une performance à un endroit ou à un autre et qui sont un peu ce qu'on appelle dans la ruée vers l'or des Tout à l'heure, Sandra disait il faut savoir parler de son projet. Est-ce que ce fameux pitch, cette capacité de raconter son histoire en 1 minute 30, c'est quelque chose de très important? Je vous rappelle que nous avons un concours de pitch un peu plus tard sur le salon. Est-ce que ce fameux pitch, qui est devenu une espèce d'axe central de la présentation du projet, que ce soit à des clients, à des prospects ou à des investisseurs, c'est un truc essentiel, vital, tel que c'est présenté aujourd'hui selon vous? Le pitch, c'est le truc qui englobe
à la fois il y a de la vie dedans et il y a de la perspective si l'exécution est bonne. Donc ça veut dire que l'usage des mots, et l'usage des mots sur un format de 1 minute 30 ou 2 minutes, peut changer la donne. Ça me rappelle cette histoire qui était racontée par un grand communicant qui disait, vous avez deux aveugles à un carrefour, il y en a un qui tend son chapeau qui dit « supplétion d'âme ». Et l'autre en face, il tend son chapeau, il y a marqué « c'est le printemps mais je ne le vois pas ». À qui donnez-vous? Et là, effectivement, on se rendait compte que la façon d'utiliser les mots sur des formats très courts et resserrés, c'était important. Marc Simoncini, qu'est-ce que vous en pensez? Marc, c'est mon défaut de journaliste de Mais on aurait pu faire plus court. Parce que le prochain pitch qu'on peut faire, c'est quelle est la signature de ce que tu rêves de faire. Moi, si j'avais dû pitcher Mythique un jour, vous expliquer, je vais prendre des filles, les garçons, je sais, c'était vous allez aimer. Plus on arrive à résumer l'idée, plus le projet a l'air, évidemment, c'est clair pour les autres, mais plus il a été pensé. Parce que finalement, trouver la signature, la finale d'un projet, c'est un travail immense, parce qu'il faut avoir mis tout ce qu'on a imaginé dedans pour pouvoir le résumer en 3, 4, 5 mots. Donc je pense que les prochains pitchs, moi je les ferai sur la base de la Bézelaye. On ne fait que revisiter la phrase de Léonard de Vinci, la simplicité c'est la sophistication suprême. C'est ça l'art du pitch? Demande Ilan. L'art du pitch, il vient au départ, c'était les pitch elevators, c'est-à-dire que les investisseurs étaient tellement sollicités qu'ils avaient 4000 dossiers par an, donc ils disaient le temps de monter dans l'ascenseur. Mais en fait, je suis absolument d'accord avec Marc, c'est qu'un pitch court, c'est un pitch compris. Enfin, c'est qu'un entrepreneur qui maîtrise son sujet, c'est comme un prof. Un prof qui sait vous expliquer quelque chose de compliqué en 30 secondes, c'est un très bon prof. Là, on a la preuve, est-ce que c'est un entrepreneur fouille dans sa tête, est-ce que c'est clair ou pas? Et je suis d'accord, tu devrais essayer 30 secondes. David, vous qui depuis, vous avez commencé à 22 ans, vous en avez 37, ça fait 15 ans que vous pitchez justement sur des projets disruptifs. Je crois que beaucoup de choses ont été dites. Dans notre nouveau siège parisien au Trocadéro de 4000 m², qui est un vrai hub de l'innovation, qui porte un écosystème entre des startups. Le travaux d'Hercule et quelques autres. Enfin, l'idée, elle vaut rien. Faire un marathon, tout le monde l'a l'idée. Par contre, le courir, c'est autre chose, quoi. Donc, en fait, c'est vraiment comme ça qu'il faut se le dire. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'une idée, ça se pique pas comme ça. Donc, il faut partager son idée au maximum parce que c'est comme ça qu'on va la rôder. D'ailleurs, ce qui a été dit tout à l'heure me faisait penser à une fois, il y a une quinzaine d'années, j'entendais Bill Gates dans une interview qui disait, alors au début je me disais, il rigole, mais en fait non, il disait « J'adore les clients qui n'aiment pas mon produit ». Je dis, quand même, il se fait mal, quoi, tout seul, quoi. Enfin, t'es pas obligé d'aller les voir. Il dit, non, c'est ceux que je vais voir. Je vais les voir, je vais comprendre pourquoi ils n'aiment pas et pourquoi ils n'utilisent pas mon produit. Et en fait, il dit, c'est les meilleurs, c'est les gens qui m'apportent les meilleures solutions pour améliorer mon produit. C'est ceux qui ne l'utilisent pas ou pas bien, ou qui ne l'aiment pas. Et donc, il adore les clients qui n'aiment pas son produit. Alors après, il faut aussi en avoir quelques-uns qui l'aiment bien, parce que sinon, il y a un moment, il ne marche pas. Alors, vous avez tous ce mot-là à la bouche, hein. Exécution, 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 que ce soit ce qu'on retrouve sur cette scène, quand on interviewe vos homologues d'Airbnb qu'on avait eu lors d'un précédent débat. Ça veut dire quoi concrètement, faire attention à l'exécution, être obsédé par l'exécution? Chacun a un beau business, quel est le truc sur lequel il ne faut pas se couper? Ilan, par exemple. Dans le privé, c'est quoi? C'est la sélection des produits, c'est la logistique, c'est la relation client, c'est tout en même temps? Malheureusement, c'est tout. Malheureusement, c'est tout. Jacques Montagne, il a une qualité, au plus profond de son ADN, c'est l'obsession de la qualité. Et pourquoi? C'est, je pense, une des clés de réussite de VP, cette obsession de la qualité. C'est parce que la qualité génère de la satisfaction génère du réachat. Donc si vous avez quelqu'un satisfait, il y a une probabilité assez forte qu'il rachète. S'il n'est pas satisfait, c'est mort. Aujourd'hui, le client, c'est plus le roi, c'est le maître de l'univers. Il est à un clic de n'importe quel concurrent. Donc on n'est plus en train de se dire la relation entre les marques et les distributeurs. Non, c'est customer-centric. Comment faire pour avoir cette satisfaction qui va potentiellement me permettre d'avoir un client qui revient acheter. Et ça, c'est la clé. Donc aujourd'hui, il faut qu'on travaille toute la chaîne et sur un critère qui est la qualité. Et la qualité a un coût. Hein. Alors, vous étiez hors antenne, là, Frédéric et Marc, sans avoir le micro, disaient l'exécution, c'est veiller à tout. Oui, d'accord, mais ça veut dire qu'on doit être dans le zéro défaut. Ça n'existe pas, le zéro défaut. Il y a forcément des moments où on se plante. Alors, comment est-ce qu'on gère ça? Comment est-ce qu'on amortit le choc? Frédéric, ensuite Marc Simoncini. Oui, très rapidement, mais ça veut dire qu'il n'y a rien qui ne vous concerne pas et qui se passe mal sur le projet. Dès qu'il y a un truc qui se passe pas comme prévu, bah, c'est pour vous. C'est-à-dire que c'est comme
alors j'avais cette analogie-là, j'aime bien les analogies, mais vous jouez au tennis, il faut ramasser toutes les balles. Voilà. Une balle qu'une personne a prise, elle est pour vous. Ça veut dire qu'il ne faut pas vous dire « Ah non, celle-là, elle n'est pas pour moi ». Au début, tout est pour vous. Donc voilà, il faut juste avoir cette appréhension-là et se dire que c'est pas parce qu'on n'a pas déjà fait quelque chose, qu'on n'est pas expert d'une certaine discipline, qu'il ne va pas falloir le faire. Il va falloir le faire parce qu'au début, même si vous n'avez jamais fait de contrat, il va quand même falloir que vous lisiez les contrats, que vous sachiez ce que ça veut dire. Vous allez faire du 80-20, c'est-à-dire que vous allez faire à peu près ce qui vous semble du bon sens, même si vous n'avez pas les compétences juridiques, vous allez quand même devoir avancer et savoir le lire et savoir le signer. Vous allez devoir faire du produit, vous allez devoir faire de la communication, vous allez devoir faire du code quand on y passe, vous allez devoir savoir designer des specs pour votre produit, vous allez devoir faire du web marketing, vous allez devoir faire de la compta, faire la compta la nuit. Parce que et là, il y a 2000 personnes qui quittent la salle en disant non, je ne vais pas le faire finalement. Mais c'est un marathon. Le fameux marathon. Après, voilà. Resteront ceux qui sont motivés par le marathon. Mais il faut bien se dire ça. Et la compta, typiquement, on l'a fait la nuit. Moi, je me souviens, je passais mes nuits à faire la compta. Parce que, et à répondre aux membres qui nous avaient écrit et qui n'avaient pas eu de réponse. Parce que c'est le moment où tout le monde dort. Donc on n'est plus embêté par autre chose. Et puis surtout, on n'est pas en train de faire autre chose, à savoir soit vendre son produit, soit communiquer avec d'autres gens de l'équipe. Et là, à ce moment-là, on est tranquille pour faire des trucs qui sont un peu en batch. La compta, c'est très bien pour la nuit. D'où l'important de bien s'entourer, comme disait Alain Roubillac tout à l'heure. Il y a bien un moment où il va falloir s'entourer et trouver les bonnes personnes. Marc, peut-être ensuite David sur ce sujet. Je peux évidemment qu'approuver ce que raconte Frédéric pour l'avoir vécu. Le truc, c'est que si je prenais un exemple sur Mythique en disant qu'on avait 100 000 personnes qui s'inscrivaient chaque jour, puis un matin je me lève et je vois qu'il y en a 80 000. Mais il y a 500 salariés dans la boîte qui ont pu provoquer ça. Je ne sais pas lequel. Je ne sais pas ce qu'il a fait, je ne sais pas à quoi il a touché, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je sais qu'il y en a un parmi les 500 qui a pété un truc. Et bien je dois trouver où ça s'est passé. Ça peut être la compta qui a oublié de payer une facture à Google, qui a arrêté de mettre la pub, ça peut être un gars qui a mal branché un switch au Brésil, et puis le gars, ça marche plus, ça peut être quelqu'un au customer care qui a engueulé un client, qui a appelé la presse, qui nous a défoncé dans la nuit. Donc on est obligé de tout savoir, de tout voir, et tout remonte en temps réel. On est dans des boîtes où tout remonte en temps réel, vous avez des tableaux de bord, des centaines d'emails par jour, et vous avez tout sous les yeux. Et donc le marathonien à la tête de ce truc-là, il court, et puis il a des écrans dans tous les sens, et il faut qu'il surveille tout ce qui se passe. Évidemment, il y a une équipe qui le fait aussi, mais à la fin, tout lui arrive, parce que le gars qui a fait perdre 20 000 clients, c'est peut-être un mec qui a décidé que le bouton envoi, go, il était rose au lieu d'être vert. Et puis il m'a fait perdre 20 000. Et le marathonien, comment il fait pour ne pas péter un câble, justement à son tour? Il fait beaucoup de sport, il dort peu, il boit beaucoup de café, et il arrête assez tôt. David? Je crois qu'on est tous animés autour de la table par l'obsession de l'exécution et par l'engagement. Et je suis tout à fait d'accord, il faut ramasser toutes les balles. Maintenant, on ne peut pas tout savoir, on ne peut pas tout faire, et donc il y a deux sujets fondamentaux. Un, c'est la priorisation, et ça va aussi avec l'instinct de l'entrepreneur. Et le deuxième, c'est de s'entourer de gens meilleurs que soi. Je crois que c'est deux fondements extrêmement importants pour qu'il n'y ait pas de place au hasard dans l'entreprise. S'entourer, on s'entoure de qui en priorité? On s'entoure d'un mec qui sait faire de la comptabilité, on s'entoure d'un gars qui sait vendre, on s'entoure d'un cadre du marketing, on s'entoure de quoi? D'un design. Petite anecdote, parce que c'est la dernière fois que j'ai dit, l'enjeu c'est vraiment d'aller trouver des gens, de s'entourer de gens plus intelligents que soi, pour faire grandir la boîte, tout ça. Je disais ça à un copain, et il me répond, il dit ouais, mais enfin, pour toi c'est facile de trouver des gens plus intelligents que toi, mais tu comprends, moi j'ai deux, trois difficultés. Je dis ah oui, non, d'accord, je comprends. Bon, donc le boomerang était marrant, mais c'est vrai que c'est ce qu'il faut trouver. Alors j'ai remarqué aussi autre chose. Quand on est entrepreneur, on aime à peu près tout faire. Pourquoi? Parce qu'on a la motivation de passer la montagne. Et si pour passer la montagne, c'est très compliqué et il faut en suer et il faut passer des heures de souffrance, on est capable de le faire tout simplement parce qu'on sait pourquoi on va de l'autre côté. Il faut déjà s'assurer quand on s'entoure avec des gens, ils ont la même envie et la même passion de passer cette montagne-là. Et que eux ne voient pas juste « Ah bah oui, mais moi je porte les sacs à dos et je m'occupe de la tente. » Donc c'est pas le profil qui compte, c'est l'envie.
Voilà, il faut déjà, enfin en tout cas, il faut vraiment avoir des gens qui ont envie de passer la montagne avec vous. D'où l'importance du mission driven qu'évoquait tout à l'heure Marie, c'est-à-dire d'avoir une vraie vision, pas simplement un projet de business, mais une vraie vision. Voilà, et donc justement, enfin il y a une expression américaine qui dit ça, c'est will beat skills, donc la motivation pourra les compétences que les compétences. Donc ça, il faut vraiment avoir ça en tête. C'est pas forcément des compétences qu'on cherche au début, c'est une volonté de faire, de passer la montagne ensemble. Puis quand on se démerdera, on fera tout. Et après, ce début, c'est dans combien de temps? Ce début où on va effectivement chercher surtout des motivations plus que des compétences ciblées. C'est pendant 12 mois, pendant 24 mois? Ou c'est encore aujourd'hui? C'est encore aujourd'hui? Pendant 10 ans. Pendant 10 ans. Non mais il faut déjà motiver. Voilà, alors après... Non, parce qu'au début, souvent, les gens, on les paye pas quand ils viennent au tout début. Ah bon, on leur donne des parts d'un truc qui... Ouais, donc on peut leur donner des parts, mais quelquefois, il y a des dispositifs qui ont... Alors mais si vous les payez pas, si vous leur donnez pas de parts, là... Ah bon? Ça marche pas? Bah non. Ça, alors. Non, mais non, Non, le sacerdoce, c'est pas ça. Donc non, enfin voilà, faut faire ça. Et après, il y a un autre truc qui est assez magique que j'ai remarqué, c'est quand il y a un truc vraiment, vous le faites parce que vous savez pourquoi vous êtes mission driven, mais il y a quand même un truc qui vous embête vraiment, un truc que vous aimez pas faire, vous faites une job description. Alors là, c'est magique. Vous faites une job description de ce que vous aimez pas faire. Toute la liste là des trucs, chacune vous fait mal. Vous dites non, ça vraiment j'aime pas ça. Je l'ai fait beaucoup, mais là vraiment, si quelqu'un d'autre pouvait le faire, ça m'arrangerait. Quelqu'un qui aurait la passion de ça, je sais pas, on sait jamais si ça existe. Et là, vous publiez votre job description, et là, vous avez des gens qui upgrade. J'ai fait la liste de tout ce que j'aime pas faire. Et il y en a, ils viennent et disent, ah moi j'adore ça. Et ben alors toi, c'est très bien. Et donc c'est là où on se rend compte qu'on est tous différents et qu'on est tous motivés par des choses différentes. Et c'est très important d'aller chercher des gens que votre job desk qui vous plaît pas va faire rêver. Et eux, ils vont voir le poste, ils vont dire ça c'est pour moi. Eh ben c'est très bien. C'est assez kiffant ce moment-là, j'imagine. Ah oui. C'est assez kiffant. On se sent mieux, voilà. David, Ilan, tout le monde justement sur ces questions clés. Moi, il y a un truc, c'est effectivement, il faut s'entourer de talent. Maintenant, il y a Xavier qui a créé l'école 42 et on a créé un lab chez l'EP où on a sélectionné 20 étudiants. Et là, ça fait à peine un mois qu'ils sont là. Ils sont incroyables parce qu'ils disent jamais non. Et pour l'instant. Non, c'est incroyable. Ils prennent un sujet qu'ils n'ont jamais vu et ce qu'on leur a appris, c'est on sait que tu sais pas faire, mais il faut que tu trouves comment faire. Ah voilà. Ils sont project-based et j'ai juste un truc, une start-up que je regardais, parce que nous on est dans une économie, on est des grands groupes, tout à l'heure on parlait de la relation grand groupe avec les start-up. Nous dans notre monde, on travaille très proche avec les start-up, puisque c'est un moyen pour nous d'avoir de l'innovation, et l'innovation elle n'est pas juste à la maison, elle est aussi de s'associer avec les start-up pour les aider et pour nous aider à être beaucoup plus agiles. Et il y a une start-up qui m'intéressait dans le domaine de la 3D, et j'avais commencé à regarder, et puis tiens, je vais donner aux étudiants ce projet. En 2 semaines, ils ont fait ce que la boîte avait fait en 3 ans. Ils sont arrivés au même niveau. Alors là, les mecs, je dis, attendez, j'ai d'autres idées. Et voilà, il a réussi à créer ça, ça a été élu meilleure école de code du monde, 42 du monde. Et ce qu'ils leur apprennent, c'est de ne jamais dire non, de trouver comment faire. Et je pense que la majorité des talents, c'est ça qu'on recherche. David, je connais bien l'école, j'adhère à ce qu'il vient de dire, j'ajouterai une petite précision, à condition qu'ils comprennent pourquoi ils le font. Ils sont très sensibles au pourquoi. Justement, vous êtes un adepte du management, quand on parle de management libéré, justement, vous investissez beaucoup sur la responsabilisation des gens, sur leur autonomie. Alors j'investis à conceptualiser, à redéployer à grande échelle ce qui était intuitif pour moi et dans mon ADN en créant mon entreprise et en essayant d'avoir fait une start-up à grande échelle. On parlait de la complémentarité des compétences au début, je crois que ça dépend des tailles d'entreprise, des types de maîtrise, des types de business et des entrepreneurs et de la complémentarité des compétences dont ils ont besoin. Et je voudrais rebondir sur 2 choses quand on transforme les entreprises. On a fait des tests dans des entreprises avec des jeunes de l'école 42 et d'autres où on est rentré dans des bureaux de 1000 mètres carrés, 100 personnes, des bureaux complètement cloisonnés. On y a intégré une dizaine de jeunes. On est revenu un mois. L'entreprise s'était transformée. Il y a des jeunes avec des moins jeunes qui faisaient des sites web pour le neveu, pour un cousin. Les gens buvaient du coca partout. L'entreprise s'était transformée parce que c'est un vrai levier de transformation, ces jeunes qui arrivent de façon intuitive, avec un sens de l'engagement beaucoup plus important que ce qu'on imagine ou ce qu'on voudrait nous faire croire.
Et à l'inverse, je vous invite, parce qu'il y a beaucoup de start-upers, à voir un film qui s'appelle Le Stagiaire. C'est dans une entreprise à l'inverse, de tout jeune, où on fait rentrer quelqu'un qui a une expérience et de la sagesse. Et au fond, la clé, elle est dans ce lien intergénérationnel. Il n'y a pas une génération, des compétences qui vont réussir au détriment des autres. Et on a vraiment besoin de se rassembler autour de l'objectif en comprenant pourquoi on fait les choses. Tout ça avec bienveillance et amour, ce dont on a besoin dans les entreprises. Sandra, au niveau du développement de Glowy où vous en êtes, est-ce que vous arrivez à trouver les talents dont vous avez besoin, à les faire venir, à les rémunérer évidemment peut-être pas en salaire, mais comment ça marche chez vous? C'est pas si facile que ce qu'on aurait pensé. À cause des profils, à cause de l'environnement dans lequel vous êtes? Je pense que c'est beaucoup à cause de notre secteur d'activité, dans le monde de la recherche, qui est un monde qui est très particulier, parce que aujourd'hui 80% de nos embauches sont dans le monde de la recherche. C'est un monde sur lequel les gens enchaînent des CDD, c'est un monde sur lequel les gens sont très focus sur leur mission technique. Et du coup, c'est très compliqué de trouver des gens qui ont à la fois ces compétences techniques qui sont nécessaires, mais surtout aussi de la créativité, une vision, un engagement vraiment spécifique, parce que c'est pas des contrats qu'on leur propose d'habitude. Parce que vous utilisez les BSPCE, les actions gratuites, vous avez d'autres manières d'essayer de les faire venir que le contrat traditionnel? Alors maintenant, c'est ce qu'on a mis en place. Quand ils ont été quasiment tous embauchés, c'était pas encore mis en place. Je pense que ce qui les a motivés tous, c'est le projet. Donc on a réussi à trouver ces personnes-là qui étaient motivées par le projet. Mais c'était pas chose facile, surtout dans ce milieu-là, de trouver les bonnes compétences avec les humains vraiment importants qui vont en face. Et d'ailleurs, on a fait une première grosse heure de recrutement, qui était notre premier recrutement après les 3 associés, où on a recruté quelqu'un qu'on s'est dit on s'en fiche, on veut quelqu'un qui exécute et on s'en fiche de savoir comment va cette personne. Ça s'est très mal terminé évidemment, et c'est une erreur que j'espère on ne refera plus et qu'on balaye complètement sur le côté humain, quoi. Marie, sur cette chasse au talent justement qui est déterminante pour les entreprises à fort potentiel de croissance comme celle avec qui vous bossez, et puis peut-être pour le NUMA aussi lui-même. Surtout que le NUMA, son job, c'est de faire émerger des talents. Peut-être d'en recruter, mais d'en faire émerger parmi les startups qui y participent. Je pense qu'il y a un élément essentiel, c'est l'alignement sur la vision. Le binôme fondamental, essentiel au départ, c'est quand même le moment où la vision est élaborée et à 2, à 3, on va se dire effectivement, je ne sais pas si c'est le marathon, si c'est gravir la montagne ou tout ça. Et ce point de cohérence-là, il est essentiel, il doit être en permanence enrichi. Puis ensuite, il y a une deuxième chose que je pense essentielle quand l'entreprise se développe et qu'on passe, comme ce qu'on a fait cette année, de 20 à 120, c'est le travail d'alignement sur la culture et sur les valeurs. Vous êtes passé de 20 à 120? Absolument. Avec chez vous, au NUMA? Dans 7 pays. D'accord. Et donc dans cette phase-là, à la fois on renforce énormément de choses sur la vision et l'ambition, et en même temps on se questionne en permanence sur énormément de choses. Et la culture d'entreprise, c'est-à-dire les valeurs qui sont des points de référence pour tous les nouveaux qui vont rentrer, qui vont rejoindre à la fois cette vision, mais l'enrichir d'une part d'eux-mêmes, avec le respect de cette diversité, a fortiori quand ils viennent d'un peu partout dans le monde. C'est 2 points fixes de référence qui, je pense, sont constitutifs je l'espère, de la réussite d'une entreprise. Alors depuis le début de ce débat, on aborde le dernier quart d'heure de cette matinée. Vous nous avez fait partager effectivement votre détermination, votre envie d'aller vite, votre même pas peur effectivement sur les disruptions, votre obsession de l'exécution. Il y a forcément eu des moments où vous êtes plantés, des erreurs qui ont failli parfois être fatales. J'aimerais bien que vous nous en racontiez quand même 1 ou 2, et surtout la manière dont vous avez réussi à la surmonter ou à en tirer des leçons de management pour la suite. Marc, l'idée, c'est d'avoir une chose que vous regrettez, que vous ne referiez plus et qui peut servir à avoir un côté pédagogique pour les gens. La pire décision que vous ayez prise. J'en ai tellement prise que alors là, franchement, si je devais en trouver une... Alors je vais juste prendre la première chronologique, parce que franchement, j'en ai fait des milliers, donc je ne vais pas vous infliger ça. Des milliers qui étaient des mauvaises, c'est ça? Des milliers qui étaient une encyclopédie de mauvaises décisions, c'est terrible. Et à chaque fois, je me dis, cette fois-ci, je sais, j'en ferai plus. Donc mais la première que j'ai faite... C'est normal, hein, ça fait partie de la vie d'entrepreneur. La chute va être étonnante, c'est que j'étais concurrent avec Xavier Niel à l'époque, il y a 30 ans sur le Minitel.
Et à l'époque, juste pour chiffrer un intérêt, c'est qu'un serveur ça valait 1 million de francs, juste pour cadrer le truc, donc il fallait 1 million. 150 000 euros pour ceux qui sont trop jeunes. On va le faire en euros, mais c'était plus simple en millions, ça a plus de gueule. J'allais chercher 1 million et j'attendais de gagner 1 million pour acheter un deuxième ordinateur. Puis quand j'avais gagné le deuxième million, j'achetais un troisième ordinateur, puis quatrième, puis cinquième, puis sixième, et puis j'ai créé un petit truc qui bricolait avec 5-6 ordinateurs. Et Xavier Niel, il était allé voir une banque, il a demandé 200 millions, il a acheté 200 ordinateurs, et il est devenu Xavier Niel. La différence, c'est qu'il a emprunté. Et moi, je voulais pas emprunter, je voulais gagner de l'argent avant de pouvoir investir. Voilà. Et ben, je fais toujours pareil. J'ai pas réussi à passer le truc et à faire des choses grosses en ayant beaucoup de dettes. Vous voyez, donc comme quoi même l'erreur la pire que j'ai faite, elle est ancrée en moi et j'arrive pas à m'en dépatouiller. C'est ça l'année pire. Fred, une erreur quasi fatale et qui finalement s'est avérée peut-être une leçon de management. Bon, je pense déjà qu'entre erreur et échec, il y a un monde, hein, c'est-à-dire que des erreurs, on en fait plein, des échecs, il faut essayer d'éviter. Surtout le mot en français. Ça, c'est une jolie nuance, effectivement. Ça mérite d'être détaillé. Il y a une vraie nuance, c'est pour ça qu'on parle souvent de fail en anglais, mais fail c'est plus léger que échec. Échec chez nous, c'est une notion définitive. Erreur, alors par contre, si on fait erreur, à un moment c'est. La fatale erreur. À un moment, c'est fatale erreur. Donc non, moi j'ai pas fait de fatale erreur, j'ai fait des erreurs, mais qui sont plus, on va dire, des essais de toute manière, parce que justement, des fois on me demande est-ce que ça vous arrive de douter? Est-ce que vous avez des doutes? Je dis oui, tous les jours, tous les matins, tous les jours. Heureusement. Tout le temps. Et donc, par contre, ce qui nous fait avancer, c'est la volonté de faire quelque chose. Le doute ne doit pas impacter la volonté de faire quelque chose. Douter, c'est bon parce que ça va nous faire imaginer et être créatif. Donc alors, qu'est-ce que je peux sortir comme non, des erreurs, mais des choses qu'on a corrigées du coup, parce que encore une fois, c'est les erreurs répétées qui mènent à l'échec. Chez Marc Simoncini, ça a fonctionné, mais il continue aujourd'hui, ça a fonctionné. Voilà, donc comme quoi il a trouvé un moyen de corriger cette erreur-là par d'autres compensations. Enfin, il a trouvé un moyen de contourner cette difficulté-là. Alors nous, on a commencé par vendre des plateformes de covoiturage aux entreprises. Donc je pense qu'on a perdu au final 6 mois, 1 an, parce que ça nous a pris de l'énergie de faire ça, qui n'était pas le business model que de toute manière on voulait faire. Sauf que en vrai, si on analyse bien l'historique, c'est ce qui nous a permis de survivre. Parce que si on n'avait pas vendu de plateformes de covoiturage aux entreprises, on n'aurait pas eu quelques dizaines de milliers d'euros de revenus par mois, on n'aurait pas pu financer l'équipe qui crée un site de covoiturage à longue distance à côté avec beaucoup de traction, et lui qui était gratuit, donc il fallait bien le financer. Et à l'époque, la sharing economy, tout ça, ça n'existait pas, il y avait personne qui voulait mettre 1 euro sur le covoiturage, tout le monde pensait que c'était un truc de hitchhikers qui ne marcherait pas. Et donc du coup c'était compliqué. Donc c'est une manière de nous financer aussi. Donc pas vraiment une erreur. On a perdu du temps. Si on avait trouvé des financeurs qui nous avaient suivis sur le vrai business model qu'on voulait faire, on n'aurait peut-être pas eu besoin de faire ça. Mais là on l'a fait et après on l'a. Je me souviens d'un board où j'arrive et je dis bon, je crois qu'on a trouvé la solution pour le B2B, qui était notre activité donc de vente de covoiturage. Et là il y a le board qui dit oui, il faut l'arrêter. C'est ça. La bonne solution, c'était d'arrêter. Donc voilà, c'était notre principal business model de départ. Mais la dette, vous n'avez jamais eu peur de la dette? On n'en a pas pris. On a pris de l'investissement en equity d'investisseurs. Sandra, à un moment où vous avez eu une trêve. On a pris du crédit bail, on va dire, sur des serveurs. Enfin, c'est pas grand chose ça. Mais d'ailleurs, ça. Moi j'ai assez peu de recul finalement, je pense que des erreurs on en fait au quotidien, d'autant plus que c'est ma première expérience, donc voilà, mais c'est en permanence apprendre et corriger tout ça. Comme je disais, moi la plus grosse erreur qu'on a faite, c'est vraiment sur le recrutement de privilégier les compétences à défaut de l'humain, erreur qu'on a faite une fois et que j'espère je ne referai pas une deuxième fois. Marie, à la fois dans l'histoire de l'humain et puis dans le panel des boîtes que vous accompagnez, est-ce qu'il y a des erreurs récurrentes? Panel des boîtes. Ok, ça va être un peu compliqué. En revanche, moi je fais toujours la même erreur. C'est que, comme je me suis un peu construite toute seule, je pars du principe que je ne sais rien faire. Ça m'a permis une chose qui me rend assez forte, c'est que comme je ne sais rien faire, j'ai très peu de difficultés à choisir des gens meilleurs que moi, comme ton pote, voilà. Aucun sujet d'ego. En revanche, au cours de ces 15 dernières années, j'ai quand même
Enfin, j'aurais dû apprendre 2-3 trucs. Et je continue sur des sujets que je ne maîtrise pas, et il y en a beaucoup, de dire, écoute, fais-le, t'es meilleur que moi. Toi, t'es un expert, et donc forcément, tu vas le faire mieux que moi. Ce qui n'est pas totalement faux, les gens ont tendance à faire mieux. En revanche, il ne faut pas oublier de transmettre l'essence. Pourquoi on le fait? La vision. Les premiers leviers d'interprétation, enfin voilà, ça. Et je continue de faire cette erreur de dire, tiens, occupe-toi du CRM, voilà. En oubliant de rappeler quelles sont les perspectives de développement, pourquoi il faut le faire, à quel endroit. Voilà, j'ai peut-être y arriver. David et Ilan, ensuite. Alors au fond, vous parliez de décisions importantes. J'aimerais en partager une pour éviter de faire des erreurs. Par nature, l'entrepreneur, il aime prendre des risques. Il est fait pour ça. Et une des décisions les plus difficiles, c'est de devoir renoncer. Je m'explique, sur une opération, sur une acquisition structurante, quand vous avez la possibilité de passer un cap, là on parle de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc ce qui vous permet de passer dans une dimension différente, d'embarquer avec vous toute une équipe, de vous projeter, de réaliser des rêves, des ambitions, et que vous travaillez pendant 6 mois, nuit et jour sur un dossier, et que vous devez renoncer dans le geste ultime, parce que l'intérêt suprême collectif dépasse la satisfaction d'un ego, et quand vous estimez que le risque dépasse largement le potentiel, il faut savoir en sortir. Et ce renoncement, il est extrêmement difficile et il est extrêmement important. Après, sur la notion d'échec, j'aurais pu vous parler de l'Asie. Pour moi, l'échec, il peut être fondamental et constructif. Quand il tue pas, il rend plus fort. Et j'ai appris beaucoup de mon expérience en Asie en 2005, quand l'entreprise était en pleine croissance, que j'avais envie de conquérir le monde, et que pendant un an, j'ai fait une dizaine de voyages en Chine, et que je prospectais la nuit à 4 h du matin, en montant là-bas 500 mètres carrés de bureaux et 30 ingénieurs. Et quand je suis revenu, j'étais en crise de croissance, j'étais incapable de tout gérer. C'est à ce moment-là que j'ai compris, vous disiez tout à l'heure qu'il manquait 5000 ETI en France. Pourquoi on règle tous les problèmes quand on a 5000 ETI de plus? Parce qu'on est en capacité d'exporter. Et au fond, cet échec-là, il permet aujourd'hui de conduire dans son déploiement international l'entreprise beaucoup plus sereinement, fort de ses expériences. Il a là. J'ai beaucoup aimé l'analogie de Fred de dire qu'il y a des erreurs et pas des échecs. On ne va pas parler d'échecs, on va parler des erreurs qui nous apprennent quelque chose. Moi j'ai une petite anecdote marrante, c'est qu'au début on pensait que la meilleure heure pour ouvrir le matin, c'était 10h30. Et tout le monde vient me voir en me disant, génial, 7h du mat, c'est fantastique, vous êtes vraiment des stratèges, parce que moi je me réveille, c'est juste dans les gosses, machin, truc, tac, tac, boum, boum. Je fais ok. La vraie histoire, c'était à 10h30, on n'avait pas mis assez de serveurs, ça a sauté. On a fait 10h, ça a sauté. 9h, boum, 8h, boum, 7h, ça marche. Et on est resté comme ça. Et donc en fait, il y a une succession de petites erreurs qui en fait nous amènent à avoir trouvé quelque chose, un peu comme tes prix, là, et à avoir trouvé quelque chose. Et finalement, aujourd'hui, on a un modèle qui marche bien, qui est rentré dans la vie des gens. S'il vous plaît, continuez à vous lever à 7h pour aller sur les ventes, acheter, surtout acheter et racheter. Mais voilà, les erreurs font partie de notre quotidien. Je veux dire que les erreurs qu'on fait le plus souvent quand on est une société comme vente privée avec 3000 personnes, c'est les erreurs de RH sur les personnes. Voilà. Il y a des gens qui sont des fois pas dans la bonne posture, un peu imposteurs, donc on s'en rend compte un peu tard, mais c'est pas grave, il faut essayer. Marie, et a fortiori, quand on commence un tout petit peu à avoir un nom, alors nous on n'est pas du tout au niveau de tous ces gens-là, mais l'humain est créé de l'aspiration, et les gens rejoignent parfois un fantasme. Il faut savoir reconnaître ce qui est de l'ordre de la motivation et du fantasme. On arrive au terme de ce débat. Il y a donc dans la salle plusieurs milliers d'entrepreneurs qui, j'imagine, vont être inspirés par vos exemples et qui peut-être se demandent encore si c'est le moment, si ils vont être un peu trop isolés, peut-être aussi si c'est bien en France qu'ils doivent créer leur boîte. Un petit message pour leur donner envie d'y aller maintenant. Frédéric. Ouais, en fait, il y a une infinité de raisons pour procrastiner. Voilà. Mais il ne faut pas les écouter. C'est tout. Parce que toutes les raisons pour un truc, ouais, non, ce serait mieux de la créer dans tel pays, ce serait mieux peut-être l'an prochain, ce serait mieux peut-être sur tel secteur, en fait, c'est des fausses excuses. Voilà, si vous avez envie d'y aller, il faut y aller, et puis c'est tout, c'est maintenant que ça se passe. Enfin, YOLO, comme on dit, voilà, you only live once.
Ilan, quelque chose à ajouter? Je pense que l'écosystème aujourd'hui est vraiment différent en 2017 par rapport aux années 2000. Vous avez des incubateurs, vous avez des espaces de coworking, vous avez des accélérateurs. Il y a Xavier Niel qui monte la FRCINE, on a pris 500 mètres carrés pour monter un accélérateur en privé pour aider les entrepreneurs à magnifier leurs produits. On n'a pas vocation à être un investisseur, on veut avoir des gens où on va aider à fabriquer le produit. Donc s'ils ont un bon produit, on va l'aider à être meilleur et surtout lui donner quelque chose qui manque beaucoup aux startups, c'est une légitimité, une référence client. Une startup, elle peut avoir des bons produits, elle a toujours du mal à vendre. Donc nous, si on se positionne en disant on a 5 millions de visiteurs par jour, on peut te filer 10% du UK, ça intéresse énormément les startups. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a tout un écosystème qui s'est monté en parallèle, où c'est beaucoup plus simple qu'avant. Allez-y, n'ayez pas peur, et execution first. Vous êtes d'accord avec Xavier Niel qui nous dit que la France est un paradis pour les pour les startups, pas pour les ETI. Marie, c'est un paradis pour les créateurs d'entreprise, la France? Je crois qu'il a mis paradis fiscal, c'est ça le problème. Oui, mais j'ai retiré volontairement ce mot-là. Merci. Moi, je lui répète régulièrement. Marie, ensuite Marcus. Il avait dit fiscal. Je ne sais pas si la France est un paradis pour les startups. Je pense que ce que fait Xavier Niel va être une étape décisive pour la France. Donc, je pense que le monde est un paradis pour les startups. C'est ça qui a vraiment changé. C'est que des enfants. Cette époque est un paradis. On peut adresser un marché qui est potentiellement mondial. Et c'est ça ce qui a vraiment changé. David, également, un message? On vient d'un moment où la France a eu tendance un peu à mépriser la réussite et à condamner l'échec. Ça change, on aime de plus en plus les entrepreneurs, un peu trop du moment qui reste petit. Mais c'est tous ensemble, en assumant nos risques, en restant en France, en mettant des coups de pompe à la sinistrose ambiante, qu'on va pouvoir la relever et fabriquer des entreprises intermédiaires qui sont le nerf de la guerre. Donc, je suis ravi, moi, de voir des milliers de gens qui ont envie d'entreprendre et qui ont des projets. Et on sera là tous, et tous ceux qui ont envie de faire des grandes entreprises pour les aider et transmettre ces expériences. Dans la notion d'échec, d'ailleurs, on peut noter que François Hollande a fait quelque chose de très bien, parce qu'il a réussi à supprimer le fichier 040 de la Banque de France. C'est le fichier dans lequel vous étiez autrefois listé si vous aviez planté une boîte. Aujourd'hui, vous n'y êtes plus. Et avant, quand vous étiez sur cette liste noire, trouver un nouveau frais pour en créer une deuxième, c'était coton. Marc, dernier mot, dernier message. Je ne sais pas quoi ajouter, parce qu'on me l'a posé plein de fois cette question. J'ai chaque fois une réponse différente, mais évidemment que c'est facile, c'est beaucoup plus facile qu'avant. Il y a tellement de formes pour entreprendre, pour être auto-entrepreneur, pour créer des SAS, des SARL, des SA, pour le faire. Bon, finalement, vous savez quoi? Si vous pensez que ça vous rend heureux, faites-le. La conclusion idéale, merci d'avoir fait partager votre enthousiasme, votre expérience. Bon vent dans toutes vos entreprises. À bientôt.